Il y a quelques jours, l'homme le plus riche d'Afrique s'est assis pour une interview. Face à lui, le patron du fonds souverain norvégien, l'un des plus grands fonds d'investissement les plus puissants de la planète. Et pendant cette conversation, Aliko Dangote a raconté comment il a bâti la plus grande raffinerie de pétrole d'Afrique. Une usine à 20 milliards de dollars. Cette interview a fait le tour d'Internet. Tout le monde en a parlé. On a retenu les chiffres qui donnent le vertige. Son combat contre une mafia du pétrole. Les obstacles qu'il a dû franchir. Bref, la légende d'un homme qui a réussi l'impossible. Mais moi, en regardant cette interview, il y a une petite phrase qui a attiré mon attention. Une phrase que presque personne n'a relevée. Au détour d'une question, Dangote a lâché quelque chose sur la manière dont il a vraiment réussi à construire ce monstre industriel. Et ce détail, il pointe vers un partenaire bien précis. Un partenaire qui n'est ni européen ni américain. Alors, je me suis posé une simple question. Comment un seul homme, dans un pays où on répète que l'industrie lourde est impossible, a pu bâtir la plus grande raffinerie du continent? Qui l'a vraiment aidé? Avec quel argent? Avec quelle machine? Et j'ai décidé de mener l'enquête. J'ai épluché les documents, les contrats, les déclarations, les chiffres. J'ai suivi la piste, indice par indice. Et ce que j'ai découvert raconte une histoire bien plus grande que celle qu'on nous montre dans l'interview. Une histoire qui, si vous la comprenez, peut changer votre façon de voir le business en Afrique et peut-être même votre propre avenir. Alors, attachez votre ceinture. Bienvenue dans l'enquête sur la raffinerie d'Aliko Dangote. Bienvenue sur Roulant en Chine, la chaîne qui décrypte les coulisses économiques entre l'Afrique et le reste du monde et surtout les opportunités que vous pouvez saisir. Et restez bien jusqu'à la fin parce qu'au cours de cette enquête, je vais vous relever quelque chose de très concret. Ce que Dangote a fait à l'échelle de milliards, vous pouvez le faire à votre échelle. Et j'ai préparé un projet que je lance très bientôt pour vous montrer exactement comment. J'y reviens en détail et ça tombe pile dans le sujet. Pour l'instant, reprenons notre enquête. Pour mener une bonne enquête, il faut d'abord bien comprendre l'objet du mystère. Et cet objet, c'est cette raffinerie. Alors j'ai commencé par chercher à quoi elle ressemble vraiment. Et plus j'ai creusé, plus une question m'a obsédé. Comment est-ce humainement possible? Tenez-vous bien, cette raffinerie a coûté 20 milliards de dollars. Elle peut traiter 650 000 barils de pétrole par jour. C'est la plus grande raffinerie à train unique du monde. Pas la plus grande d'Afrique, la plus grande du monde dans sa catégorie. Mais les vrais chiffres qui m'ont scotché, ce sont ceux de la construction. Pour bâtir une usine, il a fallu faire travailler 67 000 personnes sur le chantier. 67 000. Dangote le dit lui-même dans l'interview. C'est la taille de la ville où il a grandi. Imaginez une ville entière qui se lève chaque matin pour construire une seule usine. Et ce n'est pas tout. Le groupe a dû acheter 332 grues. Il a construit la plus grande carrière de granit du monde, juste pour avoir la pierre nécessaire. Il a foré 250 000 pieux pour les fondations. Et le plus fou, écoutez bien, certaines pièces de l'usine étaient si gigantesques jusqu'à 3000 tonnes pour une seule pièce qu'aucun port du Nigeria ne pouvait les recevoir. Alors, qu'a fait Dangote? Il a construit son propre port. Vous avez bien entendu, il a bâti un port entier juste pour pouvoir livrer les pièces de sa raffinerie. Et là, en tant qu'enquêteur, je bloque sur une évidence. Construire un truc pareil, ça demande une puissance industrielle colossale, des machines géantes, de l'acier en quantité astronomique, une ingénierie de pointe. Or, le Nigeria, malgré tout son pétrole, n'a pas cette industrie lourde. Le pays ne fabrique pas ces équipements géants. Donc forcément, tout ça est venu d'ailleurs. La question, c'est d'où? Qui en avait la capacité, l'argent et la volonté d'accompagner un projet aussi dingue? C'est ma première piste. Mais avant de suivre cette piste, il faut comprendre une chose. Pourquoi est-ce que Dangote s'est lancé dans un projet aussi insensé? La réponse est un scandale en soi et elle explique tout. Le Nigeria est l'un des plus grands producteurs de pétrole d'Afrique. Et pourtant, écoutez, bien pendant plus de 50 ans, les Nigériens ont fait des queues pendant des jours pour acheter de l'essence. Dangote le raconte lui-même. Pendant les fêtes de Noël, les gens passaient 2 jours dans une file d'attente pour avoir du carburant dans un pays qui nage sur le pétrole. Comment c'est possible? Parce que le Nigeria exportait son pétrole brut et réimportait l'essence raffinée depuis l'étranger beaucoup plus cher. Un non-sens économique total. Et il y avait un système installé autour de ce non-sens. L'État dépensait près de 10 milliards de dollars par an en subvention pour le carburant importé. Et
Autour de cette manne, tout un petit monde s'enrichissait. Des traders, des amateurs, des intermédiaires. Dangote dans l'interview les appelle sans détour la mafia du pétrole. Et quand il a annoncé qu'il allait construire une raffinerie pour produire l'essence localement, cette mafia a tout fait pour le couler. Il raconte que l'accès au terrain a été bloqué pendant 5 ans. Un terrain pendant 3 ans et demi et un autre pendant 1 an et demi. Tout ça pour l'empêcher d'avancer. Et pourtant, il a tenu bon. Voilà l'homme sur qui j'enquête. Quelqu'un qui a décidé de défier un système entier. Reste à comprendre comment il a eu les moyens de le faire. Alors, j'ai suivi la trace. J'ai cherché qui avait réellement construit cette raffinerie. Quelques entreprises, quelques contrats, quelques noms. Et là, les pièces de puzzle ont commencé à s'assembler. Tout pointait dans une même direction. La Chine. Première pièce à conviction. Le contrat principal de la raffinerie, celui qui a dirigé les grands travaux, c'est une entreprise publique chinoise. Elle s'appelle China National Chemical Engineering. Le contrat, 520 millions de dollars. C'est elle qui a posé la structure de base de l'usine. Deuxième pièce, ce n'est pas une entreprise chinoise isolée. En creusant, j'ai trouvé que plus de 8 entreprises chinoises ont été impliquées dans le projet depuis le début. 8. Elles ont fourni ce qu'on pourrait appeler l'épine dorsale industrielle du chantier. Troisième pièce, l'acier. Une raffinerie, c'est une montagne d'acier. Et cet acier, 150 000 tonnes d'acier préfabriqué, a été fourni par une autre entreprise chinoise, Hangxiao Steel Structure, sur un contrat de 112 millions de dollars. Maintenant, soyons honnêtes et rigoureux parce qu'un bon enquêteur ne déforme pas les faits. La Chine n'a pas tout fait toute seule. Il y a eu de l'ingénierie venue de l'Inde, des systèmes techniques de pointe venus des États-Unis. C'était un projet international. Mais quand on regarde qui a fourni le gros œuvre, la structure, l'acier, le contrat principal, la colonne vertébrale du projet, c'est la Chine qui revient encore et encore. C'est elle qui a rendu possible la vitesse à l'échelle de ce chantier. Et puis, je suis tombé sur la pièce maîtresse, la déclaration qui confirme tout. Et le plus beau, c'est que ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dangote lui-même en public. Il a reconnu que le parcours de sa raffinerie, de la construction jusqu'à la production, a été rendu possible par des contractants chinois efficaces et compétitifs sur les coûts. Mais il y a une phrase de lui encore plus forte qui résume toute l'affaire. Une phrase qui devrait être gravée quelque part. Écoutez bien ce que Dangote dit de la relation entre l'Afrique et la Chine. Il dit, je cite, « Le cas entre l'Afrique et la Chine, c'est comme quand tout le monde t'a abandonné et que quelqu'un te dit « On va s'associer avec toi ». Voilà, l'homme le plus riche d'Afrique vient de résumer en une phrase toute la relation entre son continent et la Chine. Et ça, c'est mon deuxième indice, le plus important. Mais il soulève une nouvelle question. Pourquoi la Chine? Pourquoi pas l'Europe? Pourquoi pas l'Amérique? Pourquoi la Chine et pas l'Occident? C'est la question qui m'a mené au cœur de l'affaire. Et la réponse, encore une fois, c'est Dangote lui-même qui donne la réponse dans l'interview. Sauf que cette fois, il explique un mécanisme que très peu de gens comprennent. Un mécanisme qui est, à mon avis, le vrai secret de la domination chinoise en Afrique. Voilà ce qu'il explique. Quand Dangote va acheter des équipements, par exemple, pour une cimenterie ou une usine, les Chinois ne lui demandent pas de tout payer d'un coup. Ils lui font ce qu'on appelle un crédit fournisseur. C'est-à-dire qu'ils lui livrent le matériel et ils lui disent tu payeras plus tard, étalé sur 4 ou 5 ans. Et ce crédit est garanti par une assurance d'État chinoise qu'on appelle Sinosure. Dangote ne paye qu'une petite avance au départ, autour de 20%. Le reste, il le paie au fil du temps, une fois que l'usine tourne et génère de l'argent. Maintenant, comparé avec l'Occident, Dangote le dit lui-même, s'il vend en Europe acheter le même équipement, par exemple une centrale électrique à 500 millions de dollars, on lui demande de sortir le chèque. Presque tout de suite et en cash. Et là, Dangote pose une question d'une simplicité redoutable. Il dit, si vous étiez à ma place, laquelle vous choisirez? Le crédit chinois qui me permet de garder mon argent et de faire d'autres projets en même temps, ou le cash européen qui aspire toute ma trésorerie d'un coup et m'empêche de grandir? La réponse est évidente. Il dit en substance, le crédit chinois me permet de faire plus. Le cash, lui, me bloque. Et c'est exactement ça le secret. La Chine n'a pas seulement gagné parce qu'elle est moins chère ou parce que sa technologie est bonne. Elle a gagné parce qu'elle a apporté le financement avec l'équipement. Elle a compris que les entrepreneurs africains ont les projets, l'ambition, le marché, mais pas toujours le cash immédiatement.
Alors, elle a comblé exactement ce manque. Et derrière tout ça, il y a une stratégie de l'État chinois. La Chine a mis en place des organismes publics qui assurent et financent ces entreprises pour qu'elles aillent vendre leurs technologies et leurs équipements à l'étranger en offrant ce fameux crédit sur plusieurs années. C'est un mécanisme bien huilé, pensé pour conquérir les marchés comme l'Afrique. Voilà mon troisième indice. Le vrai carburant de la présence chinoise en Afrique, ce n'est pas seulement la technologie, c'est le financement. Mais mon enquête m'a réservé une dernière surprise, un retournement que je ne voyais pas venir. Parce que cette relation entre Dangote et la Chine, elle n'est pas si simple, elle est même pleine de tensions. Voilà ce que j'ai découvert. La Chine aide Dangote à construire, mais dans le même temps, les géants chinois sont devenus ses concurrents les plus redoutables. Prenez le ciment, le secteur qui a fait la fortune de Dangote, son tout premier métier. Eh bien, aujourd'hui, sur ce terrain, les Chinois attaquent frontalement. Un exemple précis, un grand cimentier chinois, Huaxin Cement, a racheté pour $1 milliard les activités africaines d'un groupe suisse, Lafarge. D'un coup, il met la main sur 4 cimenteries au Nigeria, juste sur le terrain de Dangote. Et ce n'est pas isolé. Partout sur le continent, les géants chinois du ciment qui ont saturé leur marché chez eux débordent vers l'Afrique. Au Burkina, en Éthiopie, ils s'installent et concurrencent directement l'empire Dangote. Et c'est là que se révèle le vrai visage de mon enquête. Dangote, ce n'est pas seulement un homme riche, c'est le seul Africain qui joue dans la cour des géants industriels chinois. D'un côté, il s'appuie sur eux pour bâtir et de l'autre, il leur tient tête sur ses marchés. Mais il y a une différence énorme entre lui et eux. Les géants chinois ont derrière eux des décennies de soutien de leur État, des financements quasi illimités, une stabilité totale. Dangote, lui, a dû bâtir son entreprise seul, dans un environnement hostile, avec une mafia qui lui mettait les bâtons dans les roues, et un État pas toujours fiable. Alors, imaginez, si un seul homme, sans véritable État derrière lui, peut tenir tête au mastodonte de la deuxième puissance mondiale, qu'est-ce que l'Afrique pourrait produire si ses talents avaient le même environnement porteur que les Chinois? C'est peut-être ça la vraie leçon cachée de cette enquête. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas le talent, c'est l'environnement. Et ça nous amène à la révélation la plus importante. Et c'est maintenant que mon enquête débouche sur la révélation la plus importante, celle qui nous concerne nous directement. Réfléchissez une seconde. Si l'homme le plus riche d'Afrique, un homme qui a accès à toutes les banques du monde, qui pourrait financer ce qu'il veut, choisit quand même de s'appuyer sur la Chine pour bâtir son industrie et qu'en plus, il l'assume publiquement devant le patron d'un fonds souverain, alors ça veut dire une chose. Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie gagnante. Et surtout, cette stratégie n'est pas réservée aux milliardaires. Parce que le mécanisme que Dangote utilise à $20 milliards, c'est le même qui existe à plus petite échelle. Le même écosystème chinois. Les équipements, les machines, les fournisseurs, les partenaires d'usine, le transfert de savoir-faire. Tout ça est accessible à l'entrepreneur normal. À vous. Pas pour bâtir une raffinerie bien sûr, mais pour monter une petite unité de production, une ligne d'assemblage, une activité d'importation de machines, une usine de transformation à votre échelle. Ce que Dangote a compris et qui l'a rendu immensement riche, c'est ce principe simple. L'Afrique exporte ses matières premières brutes et réimporte les produits finis, beaucoup plus chers. La vraie richesse, elle est dans la transformation. Et pour transformer, il faut des machines et des équipements. Et ces machines aujourd'hui, le partenaire le plus accessible pour se les procurer avec du financement, c'est la Chine. Dangote l'a fait pour le pétrole. Vous pouvez le faire pour 1000 autres choses. Et c'est exactement de ça que je veux vous parler maintenant. Parce que vous dire tout ça, c'est bien. Mais si je ne vous montre pas comment faire concrètement, ça ne sert à rien. Je lance très bientôt, dans le mois de juillet, un programme que j'ai appelé Sourcing Master Academy. L'objectif, c'est de vous apprendre étape par étape comment faire exactement ce dont on vient de parler. Comment sourcer les produits et les équipements en Chine. Comment trouver les bons fournisseurs, les bons partenaires. Comment négocier, comment importer et comment bâtir une activité d'intermédiation entre la Chine et l'Afrique. Le pont que Dangote a construit pour 5 milliards, je vais vous apprendre à le construire à votre échelle. Et il y a un élément qui change
change tout aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Je vais vous montrer comment utiliser les outils de l'IA pour aller beaucoup plus vite, trouver les bons produits, analyser les marchés, contacter les fournisseurs et prendre une longueur d'avance sur tous ceux qui font encore les choses à l'ancienne. Pour le lancement, j'organise du 14 au 15 juillet un challenge gratuit de 2 jours. Le lien d'inscription est juste en dessous dans la description. Les places sont limitées, donc inscrivez-vous maintenant tant que vous y pensez. Pendant que la plupart des gens vont juste regarder cette vidéo et se dire « Waouh, Dangote est fort », vous pouvez apprendre à appliquer sa méthode. Le lien est en description. Alors, refermons le dossier de cette enquête. Qu'est-ce qu'on a découvert? On est parti d'une interview et d'une raffinerie qui fascine le monde entier. Et en suivant la piste, on a découvert que derrière ce symbole de réussite africaine, il y a un partenaire central que Dangote lui-même assume sans complexe. La Chine, les contractants chinois, l'acier chinois et surtout le mécanisme de financement chinois qui permet de construire quand l'Occident demande de payer cash. Mais je veux être honnête avec vous jusqu'au bout parce que c'est la marque de cette chaîne. S'appuyer sur la Chine, c'est un levier formidable, mais ce n'est pas magique. Ça crée aussi une forme de dépendance. Dépendance à la technologie chinoise, aux pièces chinoises et au financement chinois. Le vrai défi pour l'Afrique et pour vous entrepreneurs, ce n'est pas seulement d'acheter chinois, c'est d'utiliser ce partenaire pour apprendre, pour transférer le savoir-faire et un jour produit par vous-même. La Chine, c'est un tremplin. À nous de ne pas en faire une béquille permanente. Mais le message de fond de Dangote, lui, est puissant et vrai. Quand on lui demande ce qui le motive, il ne parle pas d'argent, il parle d'héritage. Il dit que personne ne transformera l'Afrique à part les Africains eux-mêmes. Que pendant trop longtemps, on a attendu que les investisseurs étrangers viennent montrer le potentiel du continent et qu'aujourd'hui, c'est aux Africains de le montrer. Et il y a une phrase magnifique. Quand on l'interroge sur l'avenir, il dit simplement « Le futur, c'est l'Afrique ». La raffinerie de Dangote, au fond, c'est une démonstration. La preuve que l'industrie africaine est possible à condition de savoir où trouver les bons partenaires et le bon financement. Dangote a tracé la voie à l'échelle des géants. La question maintenant, c'est qui va suivre à toutes les autres échelles? Et pourquoi pas vous? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que l'Afrique a raison de s'appuyer autant sur la Chine ou est-ce qu'on joue avec le feu? Ça m'intéresse beaucoup de lire vos avis. Et puisqu'on a parlé de la Chine comme partenaire qui finance quand l'Occident se ferme, vous devez voir ce qui se passe en ce moment au Sénégal. Un pays au bord du chaos politique qui joue justement son avenir sur ce même pari chinois. Je me suis posé une question simple. Le Sénégal, c'est un miracle qui se prépare ou un mirage qui va se dissiper? J'y réponds dans cette vidéo. Je vous le mets juste ici ou ici. Allez voir, on se retrouve très vite.